Et cet apéritif, je l'ai appelé vaccin de poing, la foire aux idées, à propos de différentes initiatives, différentes annonces ces derniers jours sur le front de la stratégie vaccinale en Europe et ailleurs. Regardez, ça c'était ce matin, tweet de Thierry Breton, notre commissaire européen au marché intérieur et à plein de choses. Par ailleurs, monsieur Vaccin, il nous dit aujourd'hui, nous organisons le premier événement de matchmaking, entremetteur, entremetteuse, Union européenne, une sorte de dating entre entreprises pour mobiliser le potentiel complet de l'Europe en matière de production de vaccins. Plus de 300 entreprises joignent leurs forces dans cette initiative. Donc effectivement, de chacun, est-ce que tu peux m'aider, tout ça pour arriver à effectivement améliorer, augmenter la production de vaccins en Europe. On parle de production, on ne parle pas de définition ou de mise au point, évidemment. Le même Thierry Breton, hier, il était invité de la radio à la télé dans l'émission le Grand Jury. Il a confirmé que le certificat sanitaire européen serait mis en œuvre à compter du 15 juin, qu'il ne sera pas obligatoire. Voilà, regardez rapidement sur ce, on voit quelle forme il prendrait, sous une forme papier à droite, forme électronique sur le smartphone à gauche, et essentiellement un QR code de façon, je crois que c'était anonyme, ça n'a pas l'air tout à fait anonyme, et en tout cas avec à la fois les données en matière de vaccination et les données en matière de tests PCR, le cas échéant, pour permettre de rentrer dans différents pays. C'est important pour un certain nombre d'entre eux, notamment les pays touristiques, pour cet été. Et puis dans la foire aux idées, c'était en fin de semaine dernière, cette dépêche des médias américains, en l'occurrence là ici CNBC, qui dit que la Maison-Blanche était réfléchissait, considering, à lever les protections intellectuelles sur les vaccins Covid-19 de façon à en faire bénéficier tous les autres pays, sous-entendu les pays les moins riches. Je disais foire aux idées, au sens où voilà, ça foisonne en termes d'idées nouvelles, en matière de brevets ou en termes de matchmaking entre entreprises. Vous diriez quoi? C'est le bon côté d'une crise, c'est que ça mobilise. Alors en même temps, on est quand même déjà fin mars. Donc pour le matchmaking, on se dit peut-être dû le faire il y a 6 mois, mais mieux vaut tard que jamais. Vous saluez l'idée que ce soit un foisonnement d'idées que cette crise? Je le salue. Cet appariement, on regrette qu'il n'ait pas été fait en amont, plus tôt. Maintenant, comme vous dites, mieux vaut tard que jamais. Je pense que l'Union européenne est un petit peu sous pression de certains dirigeants d'États membres qui se mettent à taper du poing sur la table et qui menacent de court-circuiter l'Europe. Donc, ils sont un petit peu maintenant au pied du mur. Ils se réveillent. Je pense qu'ils s'étaient déjà réveillés depuis un moment, mais là, maintenant, véritablement, ça s'agite, ça prend forme. Et je pense qu'on peut être satisfait que ça prenne enfin cette voie-là. En ce qui concerne vous avez cité trois. Oui, à la fois le certificat sanitaire, le matchmaking entre entreprises, et puis la réflexion autour du fait de lever les brevets. Oui, tout à fait. Alors pour ce qui est du certificat, dans la graphique que vous avez projetée, il y a une chose qui m'étonne, c'est qu'il y a marqué non obligatoire, pour ne faire vraiment n'effrayer personne. Dans ce cas-là, à quoi il sert? C'est comme un passeport vaccinal. S'il est mis en place, s'il est imprimé, c'est pour être présenté. Il permettrait d'éviter les quarantaines. C'est-à-dire que vous avez le droit après, l'idée c'est qu'effectivement, soit vous avez ça et du coup il n'y a pas de quarantaine, soit vous ne l'avez pas, et à ce moment-là, c'est aux États de décider s'ils vous mettent en quarantaine, selon quels critères, etc. C'est l'idée de ce que D'accord, donc sa présentation est obligatoire pour éviter d'être mis en quarantaine, si je comprends bien. Oui, d'accord, donc il y a quand même un caractère obligatoire. En tout cas, il y a une incitation manifeste. Oui. Et puis sur le troisième point, alors là, cette annonce me stupéfait. C'est-à-dire que la première question qui me vient à l'esprit, c'est où est le piège? Alors je m'arrêterai là si c'était encore l'administration Trump. Avec l'administration Biden, le fait comme ça de mettre dans le domaine public, on n'y est pas. Là, c'est une information de médias qui dit que la Maison-Blanche envisagerait d'eux. C'est une idée qui a été suggérée dans les couloirs de la Maison-Blanche, je pense. Voilà. Si jamais ça devait prendre forme, je regarderai quand même dans le détail, de plus près pour voir s'il n'y a pas un piège là-dessus. Mais il faut quand même, on peut être aussi un petit peu candide, c'est-à-dire et éventuellement avoir une position de gratitude si c'était fait, parce que il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Peu de Français le savent, c'est que l'avancée pharmaceutique au niveau mondial, la facture est essentiellement payée par les Américains. Les Américains ont des prix de médicaments qui sont très chers. Alors ça va bien sûr pour les génithérapies, ce qui est à la pointe, mais même les médicaments de base. Un simple tube de Biafine, commercialisé par Johnson & Johnson, est vendu 10 fois plus cher outre-Atlantique. Le premier médicament, le médicament le plus prescrit au monde, l'Humira,
il y a près de 200 000 Français qui l'utilisent. Il est vendu 300 € en France. Il est payé 2500 $, par les Américains. Et de manière générale, il est vendu à peu près 800 $ en Europe et dans les autres pays. Si bien que ce qu'avait fait le président Trump, c'est qu'il avait essayé de faire passer cela en force, l'idée que les États-Unis, dorénavant, achètent leurs médicaments beaucoup moins cher, parce que c'est eux qui payent cette facture-là, à un point qui serait le prix minimal payé par les États membres de l'OCDE. Et l'administration Biden, aujourd'hui, alors, il n'avait pas réussi parce que c'était une option qui outrepassait trop le champ du Congrès, donc ça avait été rejeté, mais l'administration Biden, je sais, aujourd'hui travaille sur l'idée que les États-Unis, dorénavant, arrêtent de payer leurs médicaments 4 fois plus cher que les Français, mais paieraient l'équivalent d'une moyenne à peu près des pays de l'OCDE, voire des pays de l'Europe. Donc les Français, jusqu'ici, s'en tirent très bien dans cette facture-là, qui est essentiellement payée par les Américains. Sur cette foire aux idées, Arnaud, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous intéresse sur le matchmaking là, entre 300 entreprises pour essayer de régler les problèmes de production? Est-ce que c'est au commissaire européen d'organiser, de jouer les entremetteurs? Bon, l'Europe a un rôle clé à jouer dans l'organisation des marchés. Est-ce que ça peut se faire aussi finement, économiquement et avec quelle efficacité? Poser la question, c'est un petit peu y répondre. D'un point de vue général, moi, j'ai envie de dire que cette agitation est le symptôme de l'urgence dans laquelle on se trouve aujourd'hui. La liberté individuelle est un bien fondamental. Aujourd'hui, c'est la santé qui y concourt, parce que quand on n'a pas la santé, effectivement, quand il y a cette problématique de crise sanitaire, on a des libertés individuelles qui sont restreintes, et il y a urgence aujourd'hui à retrouver une situation normale. Ça fait 1 an qu'on y est, première vague, deuxième vague, troisième vague, tous les pays prennent des restrictions de plus en plus fortes, et les yeux du monde entier sont braqués sur les vaccins, leur production, leur répartition. Et de ce point de vue-là, l'Europe a commis un fail absolument gigantesque. De même que on peut critiquer notre gouvernement, comme les gouvernements d'autres pays, dans la gestion de sa politique vaccinale, dans l'acquisition des vaccins, leur répartition, l'organisation des campagnes de vaccination. Tout ça est vraiment entaché du sceau d'une certaine efficacité, ou en tout cas, c'est un petit peu la façon qu'a l'opinion publique de le voir. Donc aujourd'hui, il y a plein de dispositifs qui sont sur la table. De mon point de vue, ça veut dire qu'il y a urgence à retrouver une situation normale et qu'il y a une demande extrêmement pressante de l'opinion publique pour revenir à la normale et pour revenir aux libertés publiques, oui, de pouvoir consommer, sortir, s'amuser, voyager, en un mot comme en mille, jouir. Donc est-ce que le matchmaking de Thierry Breton va fournir suffisamment d'éléments pour ça? C'est pas certain. Est-ce que... Mais bon, ça vaut peut-être le coup d'essayer quand même. Oui, encore une fois, c'est bien rien, évidemment, ne risque pas d'avoir de résultats, mais j'ai envie de dire que cet activisme, il vient aujourd'hui à collisionner, si j'ose dire, le camouflet majeur que vit l'Union européenne face notamment à la Grande-Bretagne, qui a fait financer le vaccin d'AstraZeneca en grande partie par des fonds européens, qu'il y a 80 millions d'euros de subventions là-dedans, le Brexit au 31-12, et hop, c'est terminé, on ne voit plus les Britanniques, ils n'exportent pas de vaccins, pas plus que les Américains. L'Inde vient de faire exactement un geste similaire de protectionnisme, donc tout ça ne va pas vraiment dans le cadre d'un monde ouvert. Et de ce point de vue-là, l'Europe s'est organisée pour négocier quelques euros d'économie sur le prix de chaque vaccin. Au regard des montants pharaoniques qui sont mis dans les subventions publiques à l'économie... On a surtout manifestement oublié de s'intéresser à la question de la production physique, parce qu'en prenant pour argent comptant les projections des laboratoires qui étaient manifestement pour certains d'entre eux trop... optimiste. Ouais, optimiste dans un sens, ou du moins ils n'avaient pas pris en compte la réservation de stock à leurs clients privilégiés, avec qui ils ont conclu des contrats. Et aujourd'hui, au regard de ces questions de répartition de stock ou d'amélioration de la production, je trouve que le sujet arrive tard sur la table, et les autres problématiques sont annexes. Oui, on peut très bien approprier le bien privé qui est un brevet de vaccin pour le rendre public, mais à quel coût? Quelle est la mécanique de dédommagement? C'est des questions qui se posent, plutôt que de mettre des milliards et des centaines de milliards dans l'économie, acheter un vaccin à 5-10 milliards ou 2 fois le prix que pourrait en retirer un laboratoire sur 1 à 2 années, c'est effectivement, je pense, une bonne solution. Et après, le sujet du passeport vaccinal, ces détracteurs disent c'est une restriction formidable de nos libertés publiques, on va être fichés et nos données vont être partagées. Quel est le prix de cela face à l'absence totale de liberté liée aux restrictions de circulation et
et de pouvoir tout simplement voyager et consommer aujourd'hui. Voilà, je suis pas sûr que le passeport vaccinal soit un sujet si tabou que ça. Regardons l'exemple d'Israël. La vie a repris quasiment normalement là-bas. La Chine, personne ne s'offusque de devoir remplir des formulaires ou d'être tagué avec des QR codes. Le sujet, c'est voilà, est-ce qu'on rend ça permanent ou temporaire? Moi, ça me semble une très bonne façon d'avancer vite pour reprendre une vie normale et surtout une activité économique normale. Oui, et puis pour les plus anciens d'entre nous, dont je fais partie, à une époque, pour voyager, il fallait des visas. Hein, donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a oublié Absolument. depuis une vingtaine d'années, mais même pour aller aux États-Unis. Allez, tout de suite, on arrête de parler des vaccins et de sanitaires, promis. Tiens, on va parler finances.